Bien le bonsoir, très heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée. Voici les titres. La commission des lois de l'Assemblée nationale rejette le projet de loi supprimant le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales. 16 des 30 députés se sont opposés donc à la suppression de ces institutions. Les parlementaires sont donc attendus lundi en plénière. Et puis une série d'installations de gouverneurs a eu lieu dans le pays, à Kaffrine et à Matam précisément. Ces autorités administratives prennent officiellement fonction. Le ministre de l'Intérieur, qui a assisté aux différentes cérémonies, les invite donc à se concentrer sur les défis qui les attendent. Et puis les Sénégalais ne dorment plus du sommeil du juste. Les cas de meurtre et d'agression créent la psychose, surtout chez les habitants de la banlieue de Dakar. Ils souhaitent des mesures de sécurité appropriées face à cette situation. Bien le bonsoir et bienvenue dans cette principale édition de la soirée. 16 députés contre 14 disent non à la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. C'était lors de la réunion de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Les parlementaires sont donc attendus le lundi prochain en séance plénière pour le même objet, à savoir l'examen du projet de loi numéro 11-2024 portant révision de la Constitution pour la dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. À Kaffrine, à présent, le nouveau gouverneur est donc installé. La cérémonie donc s'est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives, religieuses et coutumières. La sécurité, l'industrialisation et la protection de l'environnement sont parmi donc les défis qui attendent le gouverneur de la région. Suivons le compte rendu de la cérémonie de passation de service à la sphère administrative de Kaffrine. C'est avec Boubacar Falbob. Le ministre de l'Intérieur a procédé à l'installation officielle du nouveau gouverneur de la région de Kaffrine, Moustapha Diaw, qui remplace El Hadji Bouya Amar. Le gouverneur sortant a rappelé les potentialités de la localité et les défis qu'il urge de relever pour booster l'économie. Je tiens à rappeler que c'est la première région productrice en matière arachidière et première également dans 3 situations céréalières, ce qui en fait de facto un des porte-étendards de la production agricole du Sénégal. Le nouveau gouverneur a promis de travailler en toute collégialité avec ses collaborateurs en privilégiant la communication et la concertation, mais dans le respect, dit-il, de la légalité. L'intérêt général, je m'y emploierai tous les jours. Aussi, je m'engage à faire respecter par les agents servant sous mon autorité les règles qui sous-tendent l'administration et le service public, et à servir les populations avec loyauté et tout le dévouement nécessaire. Les défis sécuritaires, les potentialités économiques, la protection de l'environnement et l'accès à l'eau ont été les principales préoccupations sur lesquelles le ministre de l'Intérieur a beaucoup insisté. La sécurisation des personnes et des biens partout dans la région, la lutte contre l'insécurité routière et ses lourdes conséquences, la préservation des ressources minières par une lutte acharnée contre la coupe illicite de bois, l'amélioration de l'approvisionnement en eau, surtout en zone rurale. Après 10 ans à la tête de la gouvernance de Kaffrine, El Hadji Bouya Amar passe donc le témoin à Moustapha Diaw, précédemment préfet du département de Kaffrine. Saïd Dia a lui aussi officiellement pris fonction en tant que gouverneur de la région de Matam. Il a été installé ce matin en présence du ministre de l'Intérieur. Après avoir félicité son prédécesseur, Jean-Baptiste Tine appelle donc le nouveau gouverneur à relever les nombreux défis de la région. Suivons les précisions dans ce compte rendu signé Amadou Oumar Diallo. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a présidé la cérémonie de passation de service entre les gouverneurs sortants et entrants de Matam. Officiellement installés, de nombreux défis attendent le nouveau. Les défis qui vous attendent sont nombreux et divers et méritent des solutions appropriées. Pour ce faire, je vous engage à renforcer la coopération transfrontalière, surtout dans les domaines de la sécurité et de la sécurité des personnes et des biens. En outre, avec son potentiel agropastoral et rizicole, votre leadership devrait permettre à la région de contribuer considérablement à la souveraineté alimentaire
qui est une ambition et une volonté affichée par le président de la République et son gouvernement. Dans sa prise de parole, Jean-Baptiste Tine a rendu un vibrant hommage au gouverneur sortant Mohamed Mokhtar Wade pour les services rendus à la 11e région. Il me plaît de rendre hommage mérité à M. Mohamed Mokhtar Wade pour les services rendus à la région de Matam et de lui exprimer toute ma satisfaction pour l'excellent travail accompli à la tête de Matam. En effet, durant son passage à la tête de l'administration régionale, le gouverneur Wade a réussi à redonner à l'administration une image à la fois reluisante et rassurante. Après avoir félicité son homologue, le nouveau chef de circonscription administrative, Saïd Dia, a pris des engagements. Je m'engage pleinement à assurer mon rôle de chef de circonscription administrative avec loyauté et fidélité. Je ne ménagerai aucun effort pour un succès éclatant de notre lourde, exaltante et difficile tâche. Toutefois, Monsieur le ministre, honorables invités, sachez que je ne pourrai jamais réussir seul. Dès lors, je compte d'abord sur votre appui et accompagnement. Une région en chantier, c'est ce qu'attend le nouveau gouverneur Saïd Dia, dont les plus illustratifs sont les travaux de bitumage de la piste de Dandemayo, les travaux en cours de l'aéroport régional de Ourossogui, le nouvel hôpital 6 à Ourossogui et l'université Souleymane Niasse Matam. Et puis nous restons dans la région de Matam, c'est pour parler du naufrage d'une embarcation qui a coûté la vie à 5 personnes à Nabadji, après donc le déplacement d'une délégation du ministère de la Famille et des Solidarités. L'adjoint au sous-préfet de Ogo s'est aussi rendu sur place et selon Ibrahim Fall, la direction régionale des infrastructures a mis à la disposition des populations 20 gilets de sauvetage, mais également un moyen plus sûr de traverser la rivière par rapport au pont. Les travaux vont donc reprendre en octobre, a-t-il ajouté. Suivons ces précisions toujours au micro de Amadou Mardiallo. La direction régionale des infrastructures a mis à disposition des populations 20 gilets, séances tenantes pour la sécurité des personnes. Il y a un bac également qui est sur place, comme vous pouvez le constater, qui a été dépêché pour parer vraiment à une autre éventualité. On souhaite que pareil accident ne se reproduise pas. Donc, on vient tout de suite de nous informer qu'un personnel qualifié et formé sera mis à notre disposition et que d'ici la semaine prochaine, le bac sera fonctionnel. Donc, et les populations également vont porter des gilets de sauvetage et ça, vraiment, nous ne ménagerons aucun effort pour le respect vraiment de cette instruction. Une équipe de surveillance sera dépêchée sur les lieux pour veiller à ce que chaque personne qui traverse le fleuve porte son gilet de sauvetage parce que nous veillons à la sécurité des personnes. Et par rapport également au pont, nous avons discuté avec la Giroute et ils nous ont assuré que au plus tard, début octobre, les travaux vont reprendre et d'ici peu, le pont sera inauguré au grand bénéfice des populations dans le cadre de ce qu'on appelle l'équité territoriale. Les populations pourront vaquer à leur occupation, aller dans les pives, les périmètres villageois, pour en tout cas aller dans les champs et travailler et subvenir aux besoins de leur famille. Parlons à présent de tout à fait autre chose. Plus de 800 personnes sont portées disparues au Sénégal, un chiffre qui a été rendu public à l'occasion de la journée internationale des personnes disparues, célébrée donc hier vendredi. C'était à Thiaroye-sur-Mer précisément où plusieurs autorités et familles de disparus ont donc assisté à la cérémonie. Le comité international de la Croix-Rouge à Dakar en a profité pour ainsi interpeller l'État du Sénégal. Suivons les précisions dans ce compte-rendu signé Boudal Ndiadia. Au Sénégal, elles sont des centaines de personnes portées disparues, laissant leurs familles dans le désarroi. Pour commémorer l'absence de leurs proches, la Croix-Rouge et les familles des disparus mutualisent leurs forces. Chiffres concrets, mais je peux donner les chiffres des 71 000 sont tous les disparus que le CICR et le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont enregistrés en 2024. C'est un chiffre énorme, c'est un chiffre 5 fois plus grand de 2019 par exemple. Et ça montre que le phénomène de la migration irrégulière, des disparus liés à ce phénomène, ça continue à être présent et à générer des conséquences humanitaires pour les disparus et leurs familles. Ces proches des personnes disparues, pour la plupart dans la migration irrégulière, sollicitent un accompagnement de l'État du Sénégal dans la recherche, mais également dans l'accompagnement psychologique. Pour faire un plaidoyer fort auprès de nos autorités
pour que notre voix soit entendue, pour nous accompagner dans le cadre de la recherche de nos familles disparues. Et comme nous le savons tous, nous sommes à Thiaroye-sur-Mer pour commémorer cette journée. Ce n'est pas un hasard qu'on a choisi Thiaroye. Thiaroye a subi un très fort lot de jeunes, pleins d'espoir, pleins d'avenir, disparus. Pour combattre la disparition de jeunes Sénégalais, surtout les familles des personnes disparues, interpellent l'État du Sénégal dans le renforcement de la sécurité des personnes en mettant l'accent dans la lutte contre la migration irrégulière. Et puis les cas de meurtres et d'agressions se multiplient au Sénégal, précisément dans la banlieue de Dakar. Une situation qui inquiète les résidents situés entre Pikine, Guédiawaye et Keur Massar. Ils veulent des mesures de sécurité. J'y arrive, Idouane. Donc, face à cette situation, ils ont exprimé par ailleurs leur angoisse dans ce reportage signé Mamadou Lamine Fati. L'insécurité grandissante en banlieue inquiète Ibrahim Mbaye, notamment en raison de la hausse des cas de meurtre et d'agression qui se multiplient entre Pikine, Guédiawaye et Keur Massar. Des tueries, des agressions, des vols, tout ça, moi je n'arrive même pas à comprendre pourquoi cela. Et ça me fait énormément peur. Moi qui viens de Yeumbeul pour travailler à Guédiawaye, quand je descends, je retourne à Yeumbeul. Je vois du n'importe quoi sur la route. C'est Dieu seulement qui nous protège. Même quand je suis dans une voiture, je ne suis pas tranquille. Sibéry Diakhaté partage cette préoccupation, soulignant que le chômage des jeunes contribue fortement à cette insécurité. Plus souvent, c'est dû au chômage. Quand les jeunes osent prendre des pirogues pour prendre la mer, c'est parce que cette personne-là n'a plus d'espoir dans son pays. Si quelqu'un a de la force et utilise cette force-là pour faire du mal, tuer son prochain, c'est parce qu'il n'a rien à faire. Si aujourd'hui je suis stable dans mon travail, je ne ferai pas de vol. Baymas, quant à lui, insiste sur le lien entre l'insécurité et la consommation de drogue par les jeunes, qu'il considère comme un facteur aggravant. Si quelqu'un est drogué, quelqu'un qui a son esprit, il ne peut pas prendre un couteau et tuer son prochain comme un animal. Mais quelqu'un qui prend un pistolet, tirer sur quelqu'un de lucide ne peut pas faire cela. Il faut qu'on puisse savoir où passe la drogue pour entrer ici au Sénégal et détruire nos jeunes. Ousmane Sarr évoque la détérioration des valeurs sociales qui influe négativement sur le comportement des individus. Quand l'enfant fait de mauvaises choses dans le quartier, n'importe qui dans le quartier peut le prendre et le punir dans sa maison. Pour sortir, c'est la même personne qui doit l'autoriser. Et cette crise-là a commencé dans les maisons. Il n'y a plus d'entente. D'habitude, c'était le père de famille qui prenait les décisions. Et tout le monde s'y pliait. Mais aujourd'hui, tout cela est derrière nous. Tu peux voir deux personnes de même père et de même mère qui ne s'entendent pas à cause de leur femme. Chacun essaie de protéger sa femme. C'est cela qui a continué jusqu'à affecter la société. Cette situation récurrente d'insécurité reste incompréhensible pour la population de la banlieue. Les meurtres et les agressions de toutes sortes sont presque quotidiens, semant la panique parmi les habitants. Mamadou Lamine Fati et puis le ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, Khadidiane Gueye, lance donc un appel aux jeunes à s'engager davantage dans les journées Setal Suñu Réew initiées par le chef de l'État. C'était à l'occasion d'une randonnée pédestre organisée dans le cadre de la préparation de la 4e journée des Journées nationales de nettoiement, prévues donc le 7 septembre prochain. Le ministre des Forces armées était également de la partie. Le général Biram Diop revient ici sur les enjeux de la protection de l'environnement, la préservation du cadre de vie, l'investissement humain, entre autres. Nous suivons les explications du ministre des Forces armées. Cette randonnée a été organisée pour préparer en réalité la journée du 7 septembre qui sera dédiée à Setal Suñu Réew, comme on l'appelle en Wolof. Cette journée
comme vous le savez, a été institué par M. le Président de la République. Pourquoi faire? Pour mobiliser les Sénégalais autour de problématiques extrêmement importantes aujourd'hui, que sont d'abord la protection de l'environnement, mais également notre cadre de vie, sa préservation, son amélioration, l'investissement humain, la solidarité, la cohésion nationale. Et j'exhorte par conséquent tous les Sénégalais, partout où ils se trouvent, à se rendre disponibles le 7 septembre pour pouvoir participer à la journée Setal Suñu Réew qui sera célébrée ce jour. Dans le respect, dans la considération mutuelle, dans la fraternité, dans la solidarité, sans lesquelles rien de déterminant ne peut se faire dans une nation. Je ne peux m'empêcher de vous assurer ici que les forces armées, comme d'habitude, seront aux côtés des populations et travailleront avec elles main dans la main pour prendre en charge tous les défis auxquels notre société sénégalaise est confrontée aujourd'hui. Et puis dans le cadre du plan stratégique de développement durable et de la politique de Diamniadio Ville Verte, la délégation générale à la promotion des pôles urbains a procédé donc à une journée de verdissement. 1500 arbres ont donc été plantés le long des grandes artères et des axes stratégiques. L'objectif est d'atteindre 240 hectares de verdure dans le pôle urbain, selon donc Bara Diouf. Il est le délégué général à la promotion des pôles urbains. Il est donc au micro de Babacar Seck. Notre objectif aujourd'hui est de mettre en place une stratégie de labellisation de Diamniadio comme une ville verte. Vous savez que la nouvelle ville de Diamniadio, l'érection de la nouvelle ville de Diamniadio est une politique publique qui a été renforcée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Et aujourd'hui, au Conseil des ministres, le président Bassirou Diomaye Faye a demandé à l'ensemble du peuple sénégalais de s'activer pour avoir un Sénégal vert. Nous sommes aujourd'hui dans le temps de rattrapage climatique. Nous avons vu que les grands ensembles urbains aujourd'hui sont en défaut de verdure. Et sur Diamniadio, nous voulons faire le processus contraire. Libérer des espaces pour Diamniadio. Sur le pôle, sur les 1644 hectares du pôle, on aura plus de 240 hectares de verdure. Et sur chaque programme immobilier ici en cours au programme, les promoteurs ont l'obligation de respecter 30% d'espace vert. Nous voulons faire de Diamniadio une nouvelle ville, une ville connectée, une smart city, mais aussi une ville verte où l'écologie urbaine sera une réalité à Diamniadio. Nous avons fait l'option de ne pas planter des petits arbres, de ne pas planter de pépinières. Nous avons l'option de planter des arbres au moins de 2 mètres à 3 mètres pour éviter un fort taux de mortalité, et aussi un entretien des arbres et despétement des arbres est mis en place. La société adjudicataire du marché aujourd'hui va faire un entretien sur une année. Au-delà de l'année, on va aussi mettre en place d'autres dispositifs d'entretien des arbres pour que cette réalité-là aujourd'hui de Diamniadio Ville Verte soit la pluralité, une réalité prégnante au niveau de cette ville-là. Et puis dans le Nioro du RIP, des organisations de producteurs ont donc formé des jeunes et des femmes sur des pratiques agricoles, des savoir-faire censés donc leur offrir des mesures, en tout cas de nombreuses opportunités pour le développement du secteur agricole, précision faite par le directeur du programme Farmer to Farmer de l'ONG Winrock International. Suivons les précisions avec Sekou Diallo. Les produits chimiques ont un impact significatif sur la santé des sols. Ces produits qui incluent les pesticides, les herbicides, les engrais chimiques et autres substances synthétiques peuvent affecter la structuration, la fertilité et la biodiversité des sols. Les femmes du CEDAF de Nioro sont confrontées à toutes ces difficultés dans les périmètres maraîchers qu'elles exploitent. Au niveau du CEDAF, nous avons un périmètre maraîcher. Donc, c'est un périmètre où les femmes ont l'habitude de travailler, mais à chaque fois, elles ont des problèmes avec les pesticides. Nous avons eu donc ce choix-là pour améliorer non seulement le sol du périmètre maraîcher, mais pour renforcer la capacité des femmes. Au niveau des CEDAF, nous travaillons sur l'autonomisation.
précisément sur les activités génératrices de revenus. Pour faire face à cette situation, une trentaine de jeunes et de femmes sont formés sur les bonnes pratiques agricoles par l'ONG Winrock International avec le programme Femme to Femme. On les former en bonnes pratiques agricoles. Et si on dit bonnes pratiques agricoles, qui est basée exactement sur les produits, l'agriculture biologique. Ça veut dire qu'on met l'accent sur les techniques de compostage, les techniques de production bio et le repiquage des légumes. On a fait le repiquage également des arbres fruitiers comme le papaye, banane, etc. Donc on a travaillé avec elles sur les techniques de production de biopesticides. Ça, c'est des produits naturels et qui sont disponibles, que les femmes ont accès à ces produits-là. En adoptant ces pratiques, le Sénégal peut non seulement augmenter sa production agricole, mais aussi améliorer la qualité de ses produits, protéger l'environnement et renforcer la résilience des communautés rurales. Cette technique, c'est une technique très, très, très importante que tous les producteurs, je dirais, devraient adopter. Parce que, comme il a dit, ce n'est pas nuisible, hein, et aussi, ce n'est pas coûteux. En même temps, on se protège en tant que producteur et on nourrit le sol. Beaucoup d'initiatives qui ont été prises, qui sont dans les tiroirs. Maintenant, on doit aller à l'étape. Accompagner les groupements de producteurs sur les bonnes pratiques agricoles avec les techniques bio pour rendre effectives les politiques de souveraineté alimentaire et améliorer la santé des populations. Et puis l'État du Sénégal réaffirme son soutien au peuple palestinien. Discours du Premier ministre Ousmane Sonko, qui a donc participé cet après-midi à une manifestation en faveur de la fin de la crise palestinienne, une manifestation pacifique initiée par l'Alliance nationale pour la cause palestinienne au Sénégal en collaboration avec les forces vives de la nation. Ousmane Sonko dénonce une injustice. Pour lui, il est nécessaire d'adopter une approche politique adéquate pour ainsi mettre un terme à cette crise. Le Premier ministre que voici. Pourquoi le monde entier, le monde occidental entier, ne peut aujourd'hui ne peut pas faire grand-chose face à Vladimir Poutine. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance. Pourquoi on ne le ferait pas par rapport ou vis-à-vis de la Chine? Parce qu'il y a la puissance. Nous ne pouvons pas être ce que nous sommes. Et quand on a les moyens d'aller vers la puissance, quelqu'un a parlé tout à l'heure a fait la dichotomie entre les palais des pays musulmans et la rue. C'est peut-être vrai, mais il faut relativiser beaucoup de choses. La question qu'on se pose, c'est que les pays musulmans qui ont des moyens, est-ce qu'on ne les a pas trop habitués au luxe maintenant? De sorte que personne ne veut plus perdre ses avantages et personne ne veut plus prendre des risques. La vraie problématique se pose à ce niveau-là. Et c'est pourquoi je réitère toute notre douleur, notre peine face à cette situation que vivent nos frères palestiniens. Nous le dénonçons en tant que croyants, mais nous considérons qu'il faut avoir une approche très politique. Le pape François a dénoncé, a condamné et a réclamé 2 États viables. D'autres convictions religieuses l'ont fait. Il faut aujourd'hui rassembler tous ceux qui dénoncent cette injustice, travailler à une solution politique, qui est une solution d'isolement de l'État d'Israël. Élément qui marque donc le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.